Donc la dernière fois, juste un rappel un peu de la dernière fois, pour vous aussi pour l'introduction et pour la mémoire générale. La dernière fois, Jean-Nicolas Desplan, il a fait une description assez détaillée de l'histoire de la nosologie, surtout de la dépression, déjà la naissance du mot dépression, puis ensuite l'épidémie de dépression, et jusqu'au moment où il y a eu cette crise de l'antidépresseur, où maintenant les pharma investissent moins dans les antidépresseurs. Il a brouillé un peu les pistes en ce qui concerne la distinction entre effets pharmacologiques et effets placebo. Il a fait ça avec chiffres à l'appui. Et il a montré que l'effet placebo, il englobe l'effet du médicament, et que là, c'était un moment presque ironique, où la qualité du psychiatre compte à tel point que le psychiatre de prestige aura de meilleurs résultats avec le placebo que les moins prestigieux avec les molécules actives. Alors c'est ce qu'il a appelé la part de magie du médicament. Évidemment, la magie du médicament, ça m'a fait penser à ce que Lévi-Strauss appelait l'efficacité symbolique. L'efficacité symbolique, ce texte qui a marqué à un certain moment l'œuvre de Lévi-Strauss, il disait que ce n'est pas parce que le chaman guérit qu'il devient chaman, mais parce qu'il est chaman qu'il guérit. Donc c'est cette position-là qui rend l'efficacité. Ensuite, il y a eu l'intervention de Caroline Dedester, qui a parlé de la position du non-prescripteur. Et une chose que seulement maintenant, en la réécoutant, j'ai vu, l'importance qu'on n'a pas assez discuté, qu'on pourrait reprendre, c'est le surgissement de l'impuissance dans le traitement. Et c'est dans ce moment de surgissement de l'impuissance que souvent la question du médicament surgit aussi. Alors, évidemment que lorsqu'on pense que le psychanalyste, son travail, c'est même un des points principaux de son travail, c'est de faire surgir l'impuissance. Alors, ce serait quand même contradictoire de le voir perdre pied à ce moment-là et de faire appel aussi aux médicaments, puisqu'on a parlé de la question de la division du clinicien et du médicament comme un soutien pour le clinicien aussi. Alors bon, Desplan, il a relativisé la question de la gravité. Et puis, Saraga, lui, il a entré dans une situation qui était plutôt grave, et c'est la raison là où il a parlé de la résistance aux médicaments, qui était une position différente de celle que Desplan, par exemple, mettait au début. Dans la discussion, il y a eu 2 ou 3 points importants, entre autres la question du moment de la prescription, de l'acte de prescription, qui nous fait penser à l'acte psychanalytique d'un côté, mais de l'autre côté aussi à l'effet de suggestion qui est un peu autour de quoi la psychanalyse est née, ou en opposition à quoi la psychanalyse est née. Bref. Cet ensemble de rencontres précédentes, nous sommes revenus souvent à un point qui m'a renvoyé à l'esthétique. La psychopharmacologie et l'esthétique, en principe, n'ont pas grand-chose à voir, sauf peut-être dans quelques questions de marketing. Mais il s'agit de la fonction de l'esthétique et de la question que certains philosophes posent sur l'utilité de l'esthétique. Est-ce qu'elle est utile? Or, dans ce cycle, le problème de l'utilité, il revient invariablement. En ce qui concerne l'esthétique et l'œuvre d'art, une réalité qui m'intéresse est la suivante. Quel type d'idées
une œuvre véhicule et en conséquence quel type de discours elle suscite. Alors c'est la question aussi que je commence à me poser ici en ce qui concerne les médicaments, c'est quel type d'idée un psychotrope véhicule. Et ceci dans 3 catégories de la population, ça veut dire les producteurs de médicaments, les cliniciens et, last but not least, les patients dont nous analysons. Alors, il paraît que Véronique Boru ne va pas parler de l'idéologie du médicament, donc je serais frustré. À partir de ces questions initiales, je vous présente Véronique Boru, psychanalyste, membre de l'AMLS et professeur de droit à l'Université de l'Est. Thomas Harding, doctorant à l'Université de Nottingham au Centre pour la théorie critique. Vous faites une recherche sur l'autisme et la psychanalyse, et puis vous vous intéressez aux conséquences du discours génomique pour la psychiatrie et la psychanalyse. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous êtes invité et je me réjouis de vous entendre. Et Lynn Gaillard qui va faire les commentaires, qui est psychanalyste en France voisine et présidente de l'ASRED. Alors on pourrait commencer par Thomas Harding. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à présenter mes recherches ce soir. C'est un privilège pour moi de participer à ce cycle de conférences qui s'occupe des questions absolument essentielles et actuelles sur la relation entre la psychanalyse et les champs voisins. Je n'ai pas pu assister à vos séances précédentes, mais je les ai écoutées en ligne et je pense que ma présentation va poursuivre les thèmes déjà introduits par les intervenants qui m'ont précédé, en particulier ceux concernant les effets de la recherche pharmacologique sur la pratique psychiatrique. Cette présentation fait partie d'une tentative en cours pour comprendre l'impact de la révolution génomique sur la psychiatrie et donc sur le sujet contemporain. Je m'intéresse principalement non aux découvertes scientifiques de la génomique en soi, mais plutôt leur capacité à remodeler notre compréhension de la santé et de la maladie, ou même de la différence entre la vie et la mort. C'est précisément cette dimension biopolitique de la génomique que je vais aborder ce soir. Mon titre est donc La psychiatrie personnalisée et l'individu génomique. Et je parlerai des développements récents en pharmacogénomique tels qu'ils s'appliquent à la psychiatrie. Je vais essayer de garder la discussion technique de la génomique au minimum, en partie parce que je ne sais pas combien de généticiens sont ici, mais surtout parce que je ne peux pas prononcer les noms des gènes et des enzymes en français. Je voudrais vous épargner la douleur. Je vais d'abord essayer de donner une brève introduction à la pharmacogénomique qui traitera des conditions nécessaires à son émergence, du développement de ces technologies et des changements dans les méthodes de recherche. Ensuite, je vais vous présenter quelques-uns des principaux domaines de la recherche contemporaine en pharmacogénomique appliquée à la psychiatrie. Enfin, je vais discuter des conséquences de l'intégration de ce savoir génomique avec les pratiques cliniques, en me centrant sur l'idée d'un individu génomique. Il serait impossible de donner une définition exhaustive de la pharmacogénomique, surtout parce qu'elle est contestée par les chercheurs eux-mêmes. Un forum international composé de membres de l'industrie pharmaceutique a récemment accepté d'être en désaccord sur ce qui signifie exactement la pharmacogénomique. Mais on peut offrir une définition simple et avec un peu de chance non controversée.
La pharmacogénomique prélève les méthodes et les technologies de la révolution génomique et les utilise pour étudier la relation entre la totalité du génome et la réponse aux médicaments. Elle représente la synthèse de la pharmacologie et de la génomique et s'appuie sur les résultats existants de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique. S'il y a une différence entre la pharmacogénétique et la pharmacogénomique, c'est que la première étudie les gènes isolés, tandis que la deuxième étudie l'ensemble du génome et de ses produits moléculaires. En outre, la pharmacogénomique tient compte de l'influence de facteurs non génomiques sur l'expression des gènes. Bien sûr, cette distinction repose sur un concept élargi du génome qui inclut, à côté des gènes eux-mêmes, la gamme des produits géniques qu'on peut appeler l'expressome, c'est-à-dire l'ensemble des résultats de l'expression génomique tels que les ARN et les protéines. De plus, ce concept du génome inclut non seulement l'ADN codant, mais aussi l'ADN non codant, autrefois appelé l'ADN poubelle. Les mécanismes de causalité supposés par la génomique sont complexes et tient compte des interactions épigénétiques. Alors que la génétique est adaptée à l'étude des maladies monogéniques comme la mucoviscidose, la génomique est mieux adaptée à l'étude des maladies dites complexes, comme la plupart des troubles psychiatriques. Ces troubles sont supposés résulter de plusieurs facteurs génétiques qui interagissent à différents niveaux biologiques sur un mode aléatoire et parfois singulier. Plusieurs des processus selon lesquels un médicament interagit avec le corps sont régulés par les gènes. C'est bien connu, par exemple, depuis les années 80 que beaucoup des antidépresseurs, parmi d'autres médicaments, sont métabolisés par les enzymes de la famille des cytochromes P450, en particulier l'enzyme CYP2D6. Il y a environ 60 différents gènes qui codent pour ces enzymes. Les variations ou polymorphismes de ces gènes peuvent affecter la vitesse de la métabolisation des médicaments. L'on sait également que les variations du gène du transporteur de la sérotonine et des gènes du récepteur de la sérotonine peuvent affecter l'efficacité des antidépresseurs. Mais il est certain que ces gènes n'influencent pas la métabolisation des médicaments d'une manière simple et directe. Ainsi, la pharmacogénomique doit tenir compte des autres processus intervenants tels que la transcription de l'ARN et d'autres systèmes comme la microflore intestinale. Bien entendu, le rassemblement et l'évaluation de toute cette information comptent sur les progrès de la biotechnologie. Les progrès rapides réalisés dans les technologies de séquençage du génome sont de la plus grande importance. Les génomes humains entiers peuvent maintenant être séquencés plus rapidement et pour un coût plus faible que jamais. Et les puces à ADN sont plus puissantes et capables de séquencer plusieurs régions du génome simultanément. Ces techniques de séquençage plus précises, plus rapides et moins chères ont conduit à des changements dans les méthodes de recherche en génomique. Les chercheurs n'ont plus besoin de sélectionner un gène candidat à l'avance. Au lieu de cela, ils peuvent utiliser les études d'association pangénomique pour identifier les variations communes dans les groupes de patients. De plus, l'ampleur des programmes de recherche en génomique nécessite la coopération de plusieurs organes publics et privés. On peut citer la création des banques de données génomiques énormes, par exemple. La rhétorique entourant la pharmacogénomique est rien moins que révolutionnaire, malgré l'absence de résultats cliniquement pertinents. Elle est représentée comme annonçant la fin de la pharmacologie identique pour tous,
et la naissance de la pharmacologie adaptée à chaque patient. L'information génomique peut être utilisée pour prédire quels patients répondront le mieux à quel médicament, réduisant au maximum le risque de toxicité ou d'effets indésirables. La motivation est autant économique que thérapeutique, car le coût global du gaspillage de médicaments est estimé à des milliards de dollars. En variante, l'information génomique peut être utilisée pendant le processus de développement de médicaments à concevoir des médicaments pour des sous-ensembles spécifiques de la population. Là encore, la motivation est à la fois thérapeutique et financière. Bien sûr, elle permet le développement de médicaments plus ciblés, mais elle pourrait aussi réouvrir le marché à des médicaments déjà rejetés. Les séductions de la pharmacogénomique pour la psychopharmacologie sont évidentes. Les médicaments psychiatriques sont parmi les plus prescrits au monde et avec le moins de succès. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, on a assisté à l'ascension et au déclin du fantasme utopique selon lequel tous les troubles psychiatriques pourraient être gérés de façon adéquate par les seuls produits pharmaceutiques. La psychopharmacologie a été attaquée pour son manque de scientificité et pour être seulement axée sur le profit. Mais la pharmacogénomique lui offre un nouveau souffle de vie. L'approche exclusivement médicament, promue par l'industrie pharmaceutique, mais pas par la majorité de cliniciens, n'avait pas tort après tout. L'échec de cette approche n'était pas dû à ses défauts inhérents, mais plutôt à la complexité imprévue de faire correspondre les profils génomiques des patients avec le bon médicament. Il s'agit de l'intégration de la pharmacogénomique à une nouvelle psychiatrie personnalisée et non d'adopter une approche plus équilibrée. Je vais maintenant vous donner deux exemples de ces tentatives d'intégration dissemblables au niveau de leur méthode, mais identiques au niveau de leur hypothèse. Le premier est Jean Depp, une étude pan-européenne qui a examiné 1000 personnes traitées pour la dépression. Jean Depp est un bon exemple du nouveau mode de collaboration massive de la recherche en génomique, car il a rassemblé des universités, des sociétés pharmaceutiques et des groupes de défense des patients. Dans l'étude, les patients ont reçu une ou l'autre d'un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine ou d'un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline. Les profils génomiques de tous les patients ont été suivis et cette information a été corrélée à leur progrès thérapeutique. Bien que cette étude ait indiqué potentiellement quelques nouveaux biomarqueurs pour prédire la réponse aux antidépresseurs, les résultats n'ont pas été reproduits. Les chercheurs ont conclu que d'autres études à grande échelle étaient nécessaires. Le deuxième exemple est une étude beaucoup plus limitée qui a été menée par Hall Flavin et autres à partir de septembre 2009 à juillet 2010. Cette étude a posé une question très différente, à savoir comment intégrer la pharmacogénomique dans la clinique elle-même. 51 adultes diagnostiqués comme souffrant de dépression majeure ont été séparés en deux groupes. Les membres du premier groupe ont eu leur ADN séquencé mais ont été traités normalement. Les membres du deuxième groupe ont aussi eu leur ADN séquencé et leur traitement a été modulé en fonction des résultats. Mais ce qui est bien plus significatif, ils ont été informés que le traitement avait été guidé par la génomique. Les cliniciens ont été informés par un programme informatique de quel médicament serait la plus approprié pour le patient.
Bien sûr, les résultats ont montré une amélioration plus marquée dans le cas des membres de deuxième groupe. Et le logiciel utilisé dans l'étude, appelé « logiciel pour faciliter la décision du médecin », a depuis été acheté par la société de biotechnologie AssureRx. Ces études ne sont pas rares, ils sont même de plus en plus fréquentes. Mais je pense qu'elles sont dignes de tout notre intérêt, car elles présentent clairement les enjeux de la pharmacogénomique en psychiatrie, ainsi que la valeur réelle de la psychiatrie personnalisée. Premièrement, le sujet de la psychiatrie personnalisée est d'une espèce très particulière, réduite entièrement au génome et de ses effets. On est loin du par-l'être reconnu par la psychanalyse, car ce n'est pas le sujet qui parle, mais son génome qui parle à sa place. Le but est d'éliminer les rapports subjectifs des patients qui représentent le plus grand danger pour une psychiatrie scientifique. De plus, l'accent exclusif mis sur le facteur génomique signifie que les variations génomiques sont le seul type de variation qui compte. D'autres déterminants aussi importants de la réponse aux médicaments sont écartés, dits non recherchables. La souffrance psychique est adressée et traitée uniquement en termes génomiques ou pharmacologiques. Il est impossible d'oublier la dimension biopolitique de cette conceptualisation de la personne génomique ou de l'individu génomique. Le discours génomique appréhende la différence entre santé et maladie, non plus en termes de la certitude, mais en termes de la probabilité. L'amélioration de la santé est donc présentée comme étant fonction de l'accumulation de données suffisantes pour calculer les facteurs de risque et les prédispositions. On assiste ici à la naissance d'une injonction éthique d'intervenir au niveau de la substance moléculaire de la vie elle-même. En transformant le patient en son génome, le discours génomique le rend malléable et ouvert à l'intervention. Et les possibilités d'intervention vont continuer à augmenter. Alors que la pharmacogénomique promet d'améliorer le traitement pharmacologique pour beaucoup des troubles psychiatriques, elle est aussi dangereuse dans la mesure où elle conduit à une résurgence du rêve utopique d'une solution pharmacologique pour tous. Merci beaucoup.